Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour cette 5e séquence de notre MOOC sur le vieillissement normal et pathologique. Aujourd'hui, nous allons approfondir la maladie d'Alzheimer et le fonctionnement cognitif. Commençons par la physiologie cérébrale de la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous entendu parler des plaques séniles et des dégénérescences neurofibrillaires. C'est effectivement ce que le docteur Alois Alzheimer a repéré, a remarqué lorsqu'il a autopsié son premier cas. Donc, le premier constat d'un point de vue physiologique, c'est une destruction progressive des neurones qui va générer ce qu'on appelle une atrophie cérébrale avec ces deux types de lésions. Donc, qui ont été rapportés par le docteur Alois Alzheimer, des plaques séniles et des dégénérescences neurofibrillaires. Alors, que sont ces plaques séniles? Alors, les plaques séniles, ce sont des amas de déchets qui sont issus d'une protéine qui s'est mal dégradée. La quantité de ces plaques, le fait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes, vont faire que les neurones avoisinants vont étouffer en quelque sorte, l'oxygène n'arrivera plus jusqu'aux neurones avoisinants. Ça, c'est la première raison de mort des neurones. La seconde, ce sont les dégénérescences neurofibrillaires qui sont des lésions qui sont internes aux neurones. Ces derniers sont constitués d'une espèce de cytosquelette qui va maintenir leur forme tridimensionnelle et aussi leur donner la possibilité d'échanger avec les autres neurones. Et ce sont ces dégénérescences neurofibrillaires qui vont faire en sorte que les neurones vont en quelque sorte s'effondrer sur eux-mêmes et ils vont de cette manière décéder car ils ne pourront plus communiquer avec les autres neurones. Alors, il y a un débat à l'heure actuelle sur la causalité de ces plaques séniles et de ces dégénérescences neurofibrillaires. S'agit-il vraiment des coupables de la cause de la maladie d'Alzheimer ou de simples témoins d'une corrélation? C'est un débat à l'heure actuelle car on remarque d'une part que l'on peut retrouver soit des dégénérescences neurofibrillaires en nombre sans plaques séniles exhaustives ou à l'inverse beaucoup de plaques séniles et peu de dégénérescences. On peut retrouver des plaques séniles et des dégénérescences dans le vieillissement normal, particulièrement chez les centenaires, donc d'une manière tout à fait normale, on va retrouver ce type de micro-lésions et on peut retrouver également des symptômes cliniques de maladie d'Alzheimer chez des sujets chez lesquels on n'a pas retrouvé après l'autopsie de plaques séniles ou de dégénérescences neurofibrillaires en nombre significatif. Inversement, on peut retrouver à l'autopsie des plaques séniles, des dégénérescences neurofibrillaires chez des personnes qui n'ont pas manifesté de maladie d'Alzheimer de leur vivant. D'où des interrogations qui sont quand même très fondées et très nourries à l'heure actuelle. Alors, une chose dont on est sûr par contre, c'est que les lésions et l'atrophie commencent toujours majoritairement au même endroit. Cet endroit s'appelle le cortex entorhinal et il se situe sous la région temporale, principalement à gauche. Nous verrons plus tard quel est le rôle exact de cette région. Ces lésions, elles vont donc commencer à cet endroit-là et elles vont s'étendre ensuite de proche en proche par une espèce de contamination. Elles vont s'étendre au tissu adjacent et donc vont atteindre de nouvelles régions cérébrales qui vont être progressivement touchées et les fonctions qu'elles supportent vont être touchées également. Enfin, au bout d'un certain temps, toutes les régions cérébrales seront touchées, le diagnostic sera une évidence, la personne aura des troubles neurocognitifs majeurs. Il apparaît de plus en plus aux yeux des chercheurs que les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires sont insuffisantes pour expliquer la maladie et la composante inflammatoire aurait un rôle important également dans la genèse de cette maladie. Pour certains, une inflammation chronique serait même directement impliquée. D'ailleurs, tous les facteurs biologiques qui influencent l'inflammation sont considérés comme des facteurs de risque d'Alzheimer, l'obésité, le diabète, l'hypertension, le tabagisme, etc. Il s'agit donc d'une piste thérapeutique très intéressante et en voie de développement à l'heure actuelle. Il est confirmé également, surtout dans certaines familles, qu'il existe une composante génétique qui serait à l'origine de certaines formes de maladie d'Alzheimer, en particulier chez des sujets plus jeunes. Les trisomiques 21, par exemple, sont beaucoup plus touchés et plus rapidement
que la population générale, car le gène 21 est l'un des 3-4 gènes qui aura une implication dans le déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Voyons maintenant les différentes mémoires et leurs atteintes. Quoi qu'il en soit, la maladie d'Alzheimer est reconnue comme étant une maladie qui se manifeste de manière préférentielle par des troubles de la mémoire. Il apparaît ainsi important de comprendre comment fonctionne la mémoire pour comprendre d'où vient cette maladie. Alors effectivement, les personnes qui sont atteintes ont des difficultés à apprendre des faits nouveaux, elles sont désorientées sur le plan temporel et spatial, elles perdent souvent des objets, elles oublient des rendez-vous et très fréquemment, elles vont minimiser leurs troubles. Alors, la question qu'on va se poser au préalable, pour bien comprendre le cerveau et comment il fonctionne au niveau de la mémoire, c'est où sont enregistrés les souvenirs dans notre cerveau. Pour répondre à cette question, regardons l'organisation générale du cerveau. Le cerveau est organisé en lobes, en 4 grands lobes. À l'arrière, par exemple, nous avons le lobe occipital qui est dédié principalement à la vision. Donc toutes les images vont être enregistrées dans ce lobe occipital. Au niveau temporal, nous avons à gauche un lobe dans lequel va être structuré le langage. Dans le lobe temporal droit, nous allons avoir tout ce qui est le chant et tout ce qui est le rythme de la voix. Dans le lobe pariétal, en haut, nous allons avoir tout ce qui est visio-spatial et tout ce qui concerne les gestes, tout ce qui est organisation dans l'espace et puis coordination avec nos gestes. Et à l'avant, nous avons le lobe le plus volumineux qui va enregistrer tout ce qui est fonction exécutive et qui va traiter tout ce qui est le plus développé et le plus complexe, c'est-à-dire la planification, la stratégie. Une fois que nous avons vu cette architecture générale du cerveau, nous nous rendons bien compte qu'un souvenir ne peut pas être enregistré à un endroit précis. Il est enregistré dans toutes les parties du cerveau selon la nature des informations. Les parties visuelles dans le souvenir vont être enregistrées à l'arrière, les parties auditives du côté temporal, les parties rythmiques dans le lobe temporal droit, les parties qui concernent les gestes ou l'organisation dans l'espace au niveau du lobe pariétal, et enfin l'organisation générale du souvenir va être classifiée en quelque sorte dans la partie frontale. Donc nous avons besoin de la totalité de notre cerveau pour enregistrer un souvenir. Et un souvenir, c'est en quelque sorte une toile d'araignée qui va créer des liens entre les différentes parties, entre les différents lobes du cerveau. Mais il y a quand même une zone critique qu'on appelle l'hippocampe, qui est en quelque sorte l'archiviste de notre bibliothèque de souvenirs. Cet hippocampe, c'est en quelque sorte la partie qui va lancer la toile d'araignée, qui va lancer les liens, qui va lancer la colle, qui va faire que tous les sens vont être réunis pour pouvoir créer un souvenir. Et c'est justement au niveau de l'hippocampe que l'hippocampe se situant au niveau entorhinal, comme je l'ai dit au début de la 4e séquence, c'est cet hippocampe qui va être touché et qui va créer le problème de mémoire principal. Alors, ce problème de mémoire, comment est-ce qu'il se manifeste? Comme je l'ai dit, toutes les mémoires ne sont pas touchées de la même manière. La mémoire qui est la plus touchée, c'est celle qu'on appelle la mémoire épisodique antérograde. C'est la mémoire de l'apprentissage des faits nouveaux. Aujourd'hui, j'apprends qu'on a sorti telle loi. Aujourd'hui, j'apprends que telle personne a gagné une rencontre sportive. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai changé de chemise, par exemple. Tout ça, ce sont des souvenirs qui vont être enregistrés de manière antérograde et épisodique. Et ça, c'est touché très très vite dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'on a une difficulté à créer de nouveaux souvenirs, une difficulté à apprendre de nouvelles choses. Donc c'est la mémoire principalement touchée dans la maladie d'Alzheimer. Une autre mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique rétrograde, qui est la mémoire des faits anciens, donc tous les souvenirs qu'on a déjà enregistrés, va être préservée plus longtemps. Cette mémoire, qui est notre autobiographie, je me souviens du jour de mariage de ma sœur, je me souviens de nos vacances qu'on a passées dans la maison à La Rochelle, ce sont des souvenirs qui vont rester plus longtemps, même avec une maladie d'Alzheimer. Mais
ils vont quand même partir. Les neurones vont mourir, toute l'atrophie corticale va faire en sorte que des souvenirs vont partir par pans entiers. Ils ne vont pas partir n'importe comment. Ce sont les années les plus récentes qui vont s'effacer d'abord. Donc par exemple, une personne qui a 80 ans et qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer va commencer par oublier tous les souvenirs non marquants qui se sont déroulés entre ses 60 et ses 80 ans. Arrivée à un stade avancé de la maladie, elle va oublier tous les souvenirs qui se sont produits et qui n'avaient aucun impact émotionnel important entre ses 50 et ses 60 ans, etc. Voilà, c'est comme ça que ça part en un sens inversé qu'on appelle un gradient inversé. Mais il y a des mémoires qui sont beaucoup plus préservées, qui sont voire quasiment pas touchées dans les premiers stades de la maladie. Les deux mémoires principales sont la mémoire procédurale et la mémoire émotionnelle. La mémoire procédurale, c'est quoi? C'est la mémoire des automatismes, des actes répétés, des habitudes. Je sais faire, mais je ne m'en rends pas compte. Par exemple, rouler en vélo ou rouler en voiture, ce sont rapidement des procédures qui font partie de la mémoire procédurale. Donc, c'est la répétition des mêmes gestes. Cette mémoire, elle est préservée longtemps. Dans Alzheimer, il faut s'en servir dans la prise en charge et l'accompagnement, car c'est une mémoire qui apprend toujours. Donc c'est très important et je décrirai par la suite dans un autre MOOC comment on peut travailler avec cette mémoire. Cette mémoire est donc préservée. Une autre mémoire qui est préservée, c'est la mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, c'est une mémoire qui est implicite, mais qui détermine les réactions sociales, les jugements, les décisions, les comportements, qui nous permet d'anticiper. Cette mémoire, encore une fois, elle est préservée dans Alzheimer jusqu'à un stade assez avancé. C'est la raison pour laquelle, quand on entre dans la chambre d'une personne qui a Alzheimer, elle sait très vite, pertinemment, si on est une personne bienveillante ou pas, alors qu'elle ne va pas se rappeler de notre prénom, qu'elle ne va pas se rappeler de notre nom et encore moins de notre fonction. Donc il faut être attentif à ces deux mémoires car les émotions et les habitudes vont impacter de manière très importante la manière dont on va définir un accompagnement adapté avec des personnes qui sont atteintes d'une maladie d'Alzheimer. Une dernière précision au niveau de la mémoire qui est très importante, c'est la dissociation entre connaissance et familiarité. Nous avons tous vécu ce moment où on croise quelqu'un dans la rue et on se dit « Tiens, je connais cette personne, mais alors qui est-ce et comment elle s'appelle et où est-ce que je l'ai rencontrée ?» C'est un grand moment de solitude que tout le monde a connu une fois de temps en temps, on va dire. Donc cette dissociation entre connaissance et familiarité, la connaissance, c'est je me souviens du nom de la personne, je me souviens dans quelle soirée je l'ai rencontré, et la familiarité, c'est je sais qui c'est, mais je ne me souviens plus de son nom. Eh bien, cette dissociation est très importante dans Alzheimer parce que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles vont perdre la connaissance, mais par contre, elles vont vivre en permanence, très fréquemment dans la journée, ce moment où elles reconnaissent une personne sans pouvoir la situer dans un souvenir particulier. Voyons à présent les autres fonctions cognitives atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas que la mémoire, effectivement, qui est atteinte, bien qu'elle soit atteinte très rapidement et de manière préférentielle. Le langage va lui aussi être atteint assez vite. Les troubles du langage, on les appelle des aphasies et ça survient souvent assez tôt dans la maladie d'Alzheimer, c'est même le second signe en fréquence. Alors comment est-ce que ça se manifeste? On a par exemple un manque du mot. Comment est-ce que ça s'appelle déjà cet objet? On peut avoir une réduction du débit parce qu'on va avoir également une perte du vocabulaire, donc de moins en moins de choix dans notre vocabulaire. On peut se tromper de mots, de noms, de prénoms. On peut répéter également des mots ou des phrases entières. Et puis, on va avoir également une perte de la compréhension orale. Donc, si on n'arrive pas à produire des phrases correctes parce qu'on a perdu les mots, forcément, on va avoir du mal à reconnaître des phrases entières également. La lecture sera préservée plus longtemps car elle fait appel à cette mémoire procédurale dont on a parlé précédemment. Autre trouble cognitif, les troubles du geste.
L'apraxie, c'est un trouble du geste, du comportement gestuel volontaire qui empêche la réalisation sur commande, c'est-à-dire parce qu'on a envie de réaliser l'acte, de certains gestes, même parfois très habituels. La gestuelle symbolique, par exemple, va partir très vite. Ça, c'est quelque chose qui va être incompris très rapidement par une personne qui a Alzheimer. On va avoir des difficultés à imiter les gestes d'autrui. On va avoir des difficultés dans l'utilisation d'objets. Et enfin, il faut bien savoir que les gestes volontaires vont être beaucoup plus vite touchés que les gestes automatiques. Les activités de la vie quotidienne, enfin, vont être de plus en plus compliquées et réduites. Se laver, s'habiller, etc. Trouble cognitif qui peut arriver tardivement, c'est le trouble de la reconnaissance, ce qu'on appelle une agnosie. C'est une perte de l'identification et de la reconnaissance d'un objet. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet devant nos yeux, imaginons une carafe d'eau par exemple, mais on ne saura plus de quelle manière se servir de cet objet. Donc les objets personnels et familiers sont reconnus plus longtemps. On peut avoir des difficultés à reconnaître les visages et aussi une impossibilité à saisir une scène dans son ensemble. Par exemple, s'il y a trop d'éléments dans une chambre, la personne, elle peut ne pas comprendre son environnement. Enfin, l'agnosie ne concerne pas uniquement la vue, on peut avoir des agnosies auditives, ne pas reconnaître le bruit d'un train par exemple, le goût peut être touché aussi, de même que les odeurs. Enfin, dernier trouble cognitif dont nous allons parler, les troubles des fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives qui dépendent de ce lobe frontal qui est le plus volumineux chez l'être humain. Les fonctions exécutives sont des fonctions psychologiques de contrôle qui permettent un comportement adapté et flexible à toute situation. La planification, l'organisation, les étapes et les enchaînements pour atteindre un but sont perturbés rapidement dans la maladie d'Alzheimer. L'inhibition est perturbée également. Maîtriser ses actes, maîtriser ses impulsions, notamment en accord avec les conventions sociales, ça va être rapidement perturbé. Je m'empêche de. La flexibilité, faire deux choses en même temps, ou passer rapidement d'une activité à une autre, ça aussi, ça va être perturbé. Enfin, l'abstraction et le jugement, juger moralement ou conceptualiser, l'abstrait est toujours moins solide que le concret. Voilà, nous avons fait en quelque sorte le tour des principaux troubles cognitifs en essayant de comprendre d'où ils venaient. Vous voyez que c'est très important pour pouvoir à la fois mettre du sens sur les comportements des personnes atteintes et également pour pouvoir mettre du sens sur l'accompagnement que nous allons proposer. Il y a quand même quelques limites par rapport à cette maladie d'Alzheimer. Pour conclure, les chercheurs, comme on a vu au début, ne sont pas tous d'accord sur les hypothèses explicatives de la survenue de cette maladie. Pour les tenants des approches biomédicales classiques, ce sont bien les plaques séniles et les neurodégénérescences fibrillaires qui provoquent ce type de démence. Mais le peu de progrès thérapeutiques concernant ces cibles depuis les années 90 et surtout le peu de corrélation établie entre l'importance des plaques, des dégénérescences et les troubles cognitifs ont en quelque sorte remis en question ce modèle initial. De plus en plus, on considère que le lien de cause à effet n'est pas simple et que de nouvelles pistes doivent être abordées, inflammatoires ou encore le stress oxydatif pour ne citer que ces deux-là. Enfin, certains n'hésitent pas à considérer la maladie d'Alzheimer comme une simple variante d'un vieillissement normal et d'un déclin naturel des fonctions. Alors, qui détient la vérité est encore beaucoup trop tôt pour le dire et il est même probable que plusieurs axes doivent être travaillés simultanément pour obtenir des résultats. Dans cette 5e séquence, nous avons abordé plus en détail la maladie d'Alzheimer et surtout le fonctionnement de la mémoire et des autres sphères cognitives. Au niveau de la mémoire, nous avons vu que seule la mémoire antérograde épisodique était majoritairement touchée et que les mémoires procédurales et émotionnelles en particulier fonctionnaient toujours jusqu'à des stades avancés de la maladie. Ces données sont indispensables pour comprendre d'une part le comportement des personnes qui sont atteintes et aussi pour mettre en place un accompagnement le plus adapté possible. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la dernière séquence de notre MOOC sur le vieillissement normal et pathologique.